stand by me. Dominique Fils-Aimé, une bien jolie version de ce standard de musique Stand By Me. 7h09 et avec Georges Goma, on va parler de... bonjour Georges d'abord. Bonjour Caro. Alors on va parler du dernier sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Alors c'était présidé par le président Macron. Il y avait la directrice du FMI qui était là, le président de la République démocratique du Congo. Alors on a financé, en tout cas on a parlé de financement bien sûr avec la loupe de la COVID et de vaccination et tout ça. Oui, absolument, Caro. Ça s'est passé le 18 mai passé, 2021, où le président français Emmanuel Macron a réuni près d'une trentaine quand même. Ceux qui étaient en tête, c'est Macron, le président de la RDC, Tshisekedi, et puis aussi les institutions multilatérales comme le FMI aussi, avec Kristalina Georgieva, voilà, je vais y arriver, qui était là. Et beaucoup d'autres chefs d'État africains qui étaient là également. Donc c'était un peu la grosse messe, comme ils savent bien le faire depuis un certain temps. Ouais. Et nous rappellerons évidemment des sommets France-Afrique aussi qui existent depuis 1973, c'est-à-dire les rapports particuliers de la France avec ses anciennes colonies d'Afrique depuis 1973, avec le président Pompidou, et ça s'est continué jusqu'aujourd'hui. Et il y a eu une autre nouveauté, c'est qu'il n'y a plus que la France, mais il y a d'autres pays également qui ont initié, n'est-ce pas, leur rapport à l'Afrique. On voit les États-Unis aussi qui ont initié les sommets avec l'Afrique. On voit maintenant la Chine qui initie ces mêmes sommets. On voit la Russie qui initie ces mêmes sommets. L'Inde également qui en pense. Et le Japon. Donc, on voit déjà que cette Afrique, le fameux continent pauvre, qui n'arrive pas à se développer, qui vit sur les aides, et paradoxalement, tous ces pays très, très, très riches trouvent un intérêt, n'est-ce pas, d'avoir ces rapports avec l'Afrique. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup d'intérêt. Là, c'est particulier. On parle de la COVID, on parle de la pandémie, enrayer la pandémie. Est-ce que c'était un prétexte? Est-ce que c'était le gros de la discussion? Oui. Bon, tu as tout à fait raison d'évoquer cela. Bon, le sommet, c'était sur le financement des économies africaines. Voilà, l'objet de fond, c'était ça. Maintenant, la Covid s'était invitée là-dedans jusqu'à surplanter même, n'est-ce pas, l'idée première qui était de voir concrètement comment refinancer ces économies. Mais c'est pas trop faux en fait, c'est pas trop insensé cela. Aujourd'hui, les économies du monde entier sont marquées quand même par la Covid. On voit très bien comment est-ce que la pandémie a ébranlé toutes les économies. Oui. Voilà, donc on peut pas ne pas en parler. Donc, ce qui est un peu gauche, entre guillemets, c'est un peu appuyé, n'est-ce pas, sur la question de la vaccination. La vaccination en Afrique. Caro, toi et moi, nous avons eu un certain nombre de chroniques sur, n'est-ce pas, l'expansion du Covid en Afrique, et que curieusement et heureusement pour les Africains, au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près 130 000 morts pour toute l'Afrique, alors que dans d'autres pays, évidemment, les chiffres sont énormes. Quand on regarde ce qui se passe au Brésil, quand on regarde ce qui se passe en Inde, ce qui s'est passé en Europe, l'Afrique a été épargnée jusque-là. Et une fois de plus, la vie grouille en Afrique, comme tu le sais très bien. Dans les marchés sont pleins, mais les mesures de distanciation sociale ne sont toujours pas
très, très, très rigoureux. Et on pousse les gens à adopter ces mesures-là, de toutes les façons. Avec la logique des variants, on ne sait plus jamais. Oui, on le voit dans certains pays qui ont été épargnés jusqu'ici puis qui sont rattrapés. Là, je pense à Haïti, par exemple, qui est rattrapé par la pandémie. On se disait, bon, peut-être qu'ils vont y échapper, mais non, difficile. Non, difficile d'y échapper. C'est planétaire. Difficile d'y échapper. Il y a des gens qui meurent de Covid en Afrique de plus en plus aussi de façon un peu sournoise comme ça, mais ça existe. Mais une chose est vraie aussi, à l'observation, c'est pas l'hécatombe, tu vois. Ouais. Donc, il y a certainement des choses à faire. Et puis aussi, Caro, tu sais très bien, quand on évoque le Covid, on parle du vaccin, d'accord, pour se prémunir, n'est-ce pas, préparer le corps à résister, n'est-ce pas, au Covid. Mais il y a une autre dimension également qui se trouve être le traitement. On ne parle pas beaucoup du traitement. On parle de la prévention, d'accord, mais la science devait s'intéresser aussi au traitement. Dans cette affaire-là aussi, ce qui nous étonne, c'est quand même la science. On a pensé qu'à un certain moment, la science était arrivée au sommet. C'est-à-dire que le corps n'est pas étranger à la science. La science connaît bien le corps humain, comment ça fonctionne. Et qu'on pouvait mettre toute la provision nécessaire pour voir comment combattre ce petit virus, parce qu'il est, il est petit, ce virus, mais très, très, très dangereux. Oui, on a de la difficulté, la science a de la difficulté avec les virus, pour le moment. La science ne devait pas. La science ne devait pas parce que elle a démontré de quoi elle était capable. Donc, ce qui est quand même étonnant dans cette affaire-là, c'est qu'on mette l'accent sur le vaccin et on ne met pas trop l'accent sur le traitement. Est-ce qu'il y a des expériences probantes qui montrent que, en mettant en route telle approche thérapeutique, on obtient, quels sont les résultats qu'on obtient? Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, tu le sais très bien, entre la conspiration et puis les autres, ce qu'a vécu le professeur Raoult en France qui disait que non, mais à la chloroquine, on atteint des résultats. Tu connais toute cette polémique, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Mais en Afrique aussi, on parle des traitements, ça peut être aussi des traitements de grand-mère aussi. Des infusions qui peuvent... Donc, quand même, il faut regarder aussi de ce côté-là. Mais qu'à cela ne tienne. Mais revenons au financement. C'est un sommet avec... tu me le confirmeras ou infirmeras, Georges, mais avec beaucoup de dirigeants africains, donc beaucoup de dictateurs aussi. Là, on finance qui? On finance comment? On finance directement dans la poche de ces dictateurs-là? Écoute, Caro, voilà, tu poses là un problème très, très, très cher à mon esprit aussi, tu vois, tu évoques les dictateurs. D'accord. Le sommet. Qu'on pense à financer les économies africaines, et même là, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que je ne peux pas comprendre qu'un continent qu'on dit potentiellement riche, et il l'est également, le continent africain. Tu nous en parles souvent, là, il devrait être capable de se financer. Bien sûr, c'est ça le fond du problème. Là. Le fond du problème, il est là, les économies comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est l'un des pays les plus peuplés en Afrique, mais qui ont une base économique très, 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 très forte. On voit beaucoup de pays africains qui se distancient même des financements du FMI. Au sommet, on a parlé des fameux DTS, les droits de tirage spéciaux. Mais ces droits de tirage spéciaux, ce sont des droits, en fait, c'est de la monnaie que peut émettre le FMI et qui s'appuie sur 5 grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, le yen, le livre britannique, et ainsi de suite, et maintenant le yuan chinois également. Donc ces DTS, c'est la possibilité que les pays puissent avoir un argent disponible immédiatement pour regarder leur balance de paiement, c'est-à-dire ce qu'ils doivent payer au reste du monde et aussi ce qu'ils doivent leur revenir. Voilà, c'est des termes un peu techniques comme ça. Les DTS, ils en ont beaucoup parlé. Mais quand on regarde un peu à la loupe aussi, mais les économies pauvres de toutes les façons, même que le FMI vous donne, mais le FMI ne donne pas l'argent gratuitement. Donc on reste quand même dans le cercle vicieux de l'endettement des pays africains quand on leur donne de l'argent. Mais pour les pays occidentaux aussi, c'est un réservoir de
leurs produits manufacturiers. Il y a quand même ce rapport-là, c'est-à-dire qu'on se retrouverait comme si, écoutez, je vous donne cet argent, mais avec l'argent que je vous donne là, vous allez acheter mes produits de toutes les façons, et vous restez endetté, vous voyez? Donc il y a quand même un mécanisme de la dette qui est pernicieux. Ben oui, ça crée des dépendances, carrément, c'est comme de donner une cigarette à un ado. Voilà, absolument. Ça crée des dépendances, et puis ça crée des dépendances, et ça ne fait que multiplier la dette, les pays et puis quand les pays ont un peu d'argent, cet argent-là passe. Ce n'est pas pour payer même cette dette-là, mais c'est pour payer les intérêts sur la dette. Donc on voit quand même qu'il faut changer nécessairement de démarche. Et tu as évoqué les dictateurs, mais bien sûr que oui, ce sont les mêmes dictateurs qui ont, n'est-ce pas, à qui on déroule comment on appelle, le tapis rouge dans ces sommets-là. Mais c'est des dictateurs qui restent jusqu'à 40 ans au pouvoir et les pays sont toujours aussi pauvres alors que c'est des grands producteurs d'or noir, c'est de grands producteurs de diamants, de grands producteurs de cela, et on ne s'interroge pas sur cette question, la démocratie, et la fameuse démocratie quand même qui a été apportée aux Africains à la chute du mur de Berlin. Tu rappelleras du sommet de la Baule avec François Mitterrand qui avait désormais conditionné l'accès à l'aide. Moi, je n'aime pas cette notion d'aide, là aussi, tu le sais très bien, parce que ce n'est pas de l'aide, évidemment. L'Afrique a plus aidé le monde entier qui n'a reçu de l'aide. Il faut quand même pas exagérer à ce niveau-là. Mais qu'à cela ne tienne, François Mitterrand avait conditionné, n'est-ce pas, cette aide au développement à la démocratie. Et quand les pays africains sont allés vers cette démocratie, il y a eu des expériences formidables en Afrique, ou au Congo, au Bénin, il y a eu des processus de transition démocratique tellement réussis que ça devient un problème. On revient vers les dictateurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces dictateurs-là? Il y a un deal. Caro, tu as vu que Macron a parlé de deal, de New Deal. Oui. Mais moi, quand je vois le New Deal, tout de suite, je repars en 1934 avec Franklin Delano Roosevelt, qui au sortir de la crise de 1929, tu sais très bien ce qui s'est passé là-bas. Oui, après le crash. Après la guerre aussi, là, la situation n'était vraiment pas la même. Là. Mais après la guerre, il y a eu, pour les pays européens au moins, qui étaient dans la guerre, il y a eu le plan Marshall. C'est le plan Marshall qui a permis de financer toutes les économies qui étaient par terre après la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis à ces pays occidentaux, la France en premier, et ça s'est étendu à tous les autres, de devenir des grandes puissances économiques, les fameux grands équilibres keynésiens d'après-guerre qui ont permis de mettre les États sociaux en place, les États-providence. Ici au Québec, il y a eu l'État social accompagné avec la Révolution tranquille des années 60, Caro. Donc voilà, il y a ça. Le rapport au dictateur, c'est un signal qu'on montre que finalement tous ces sommets qui se succèdent et se ressemblent sans s'interroger fondamentalement sur les résultats auxquels on atteint pour que les pays africains aussi puissent quand même atteindre au moins un petit bout, même le tiers du bien-être auquel ils ont complètement droit. Et on voit très bien que là, Macron va à quoi là dans un an? Il va vers les élections là. Il va vers les élections en France. Et la tradition montre très bien que ça a toujours fonctionné comme ça. Les pays africains viennent financer de façon occulte les campagnes présidentielles en France. Ça a toujours été comme ça. Et c'est une marque de dépose pour la France seulement. On n'a jamais vu que les États-Unis, mais bien sûr, à la tradition de financement des campagnes électorales, mais à l'intérieur des États-Unis, au travers des entreprises américaines. Ça, c'est reconnu. Mais on n'a jamais vu ça en Angleterre, on n'a jamais vu ça ailleurs. Ouais, mais effectivement, en France, mais oui, en France, tu parles de la France puis et de Macron parce que évidemment c'est lui le président et il y aura des élections, mais c'est pas que Macron là, c'est presque devenu une tradition d'un président à l'autre la relation France-Afrique. Bien sûr que oui, mais c'est pourquoi je dis que depuis 1973 que les sommets France-Afrique existent. Mais ça c'est des choses qu'ils le font officieusement, mais les analystes le savent très bien, certains l'ont écrit et
que des valises d'argent voyagent toujours des présidences africaines vers la France chaque fois qu'il y a une élection qui pointe à l'horizon. Vous me financez ma campagne et puis je vous maintiendrai à vos postes à ce niveau-là. Tu te rappelles, toi et moi, nous avons assisté avec nos auditeurs ce qui s'est passé au Tchad, parce que dans cette affaire-là aussi, il faut savoir aussi les enjeux au niveau du Sahel. Les enjeux au niveau du Sahel, c'est quoi? Mais les enjeux au niveau du Sahel, c'est Boko Haram, entre guillemets, et on sait très bien que les terroristes qui règnent dans le Sahel combattent avec les armes françaises qu'on a déversées en Libye à chasser le dictateur libyen. Et toutes les armes que la France est allée déverser en Libye maintenant, là, un pays qui est devenu chaotique aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à remettre en place, eh bien ces armes-là descendent dans le Sahel. Et voilà, et la France qui envoie avec l'opération Barkhane, avec beaucoup d'opérations dans le Sahel, pour, évidemment, c'est des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Ouais. Donc le Sahel, la France est là. La France est là, malgré le fait que les populations africaines disent au Mali, quand on va au Mali, nous ne voulons plus de la France, mais la France est là parce que, en dehors de ça, Caro, ce qu'on dit, ce n'est pas pour combattre Boko Haram, non. Dans le Sahel, il y a des grands gisements de pétrole qu'on a trouvés là-bas. C'est toujours autour de ce qu'on trouve dans le sol, et que comme les Africains n'ont pas les moyens pour savoir un peu ce qu'il y a sous leur sous-sol, les Occidentaux qui ont tous les moyens nécessaires, des satellites et tous les instruments pour voir ce qu'il y a dans le sous-sol, on trouve que dans le Sahel, c'est une richesse incroyable. Donc ils se battent par rapport à ça. Et au Centrafrique, en ce moment, il y a la Russie qui s'installe au Centrafrique. Ben oui, tu parlais de la Chine aussi, là. Ça joue, on s'arrache l'Afrique littéralement. Voilà, c'est le fameux, c'est le énième scramble for Africa, c'est-à-dire la ruée vers l'Afrique. La ruée vers l'Afrique. Tu sais très bien, en 1880, 84, 85, c'était la conférence de Berlin. Mais là, on a partagé l'Afrique comme un vulgaire petit gâteau entre les puissances européennes, l'Amérique en tant qu'observateur qui était là. Mais là, en 1884, 85, mais maintenant là, on assiste à peu près à la même chose. J'ai même tendance à dire que oui, Macron a convoqué le sommet de Paris, mais Otto von Bismarck avait convoqué le sommet de 1884. Donc, dans cette affaire-là, quand même, il faut qu'on change un peu. On ne veut pas, c'est pas qu'on dise qu'on ne veut pas ce genre de sommet. On a besoin. Aujourd'hui, personne dans le monde ne peut le vivre en autarcie. Les économies sont interdépendantes. Depuis la mondialisation de toutes les façons, les économies sont interdépendantes. Mais ce qu'on constate, c'est que l'Afrique est toujours reléguée. Le rapport à l'Afrique est toujours un rapport ténébreux. C'est un rapport qu'on aimerait quand même qu'il soit à peu près juste et équitable, et qu'on pense que c'est la démocratie en Afrique qui permettra de résoudre pas mal de problèmes qui accablent le monde. Oui, commençons par la démocratie, puis je pense qu'il y a bien des problèmes, en tout cas, qui vont se régler, parce que c'est la base qui cimente tout le reste, la démocratie. Absolument, Caro, absolument. On le voit, là, il y a des sérieux problèmes de direction, disons ça comme ça, dans plusieurs pays en Afrique. Georges, en tout cas, tu as jeté un éclairage fort intéressant. Le sommet est terminé. Petit train va loin. Qu'en est-il maintenant en terminant, Georges, est-ce qu'on a pris des dispositions? Est-ce qu'on a pris des ententes, signé certaines ententes comme le New Deal de Macron? Oui, mais écoute, les ententes qu'ils ont, comme on l'a dit dès le départ, c'est-à-dire que on met l'accent sur la vaccination, sur la vaccination, et à ce niveau-là, ce qu'ils ont dit, c'est que là aussi, les inégalités qui existent dans le monde, on aimerait évidemment que, parce que les Africains sont un peu sceptiques par rapport à cela, c'est parce que les vaccins viennent d'ailleurs, et c'est leur droit le plus absolu de s'interroger. La nature, la vaccination, on sait très bien que c'est quelque chose de bien pour se prémunir quand on les connaît, les vaccinations, depuis qu'on était petit enfant, on se fait vacciner contre la fièvre jaune, contre le tétanos. Il n'y a pas de raison qu'on ne se vaccine pas pour le Covid. Mais avec ce qui se passe, déjà avec le caractère un peu flou dans le traitement du Covid d'une manière générale, les gens qui n'arrivent pas à s'accorder, y compris les scientifiques, les politiques n'arrivent pas à avoir un point de vue unanime là-dessus, mais là, les Africains aussi rentrent un peu dans cette forme de paranoïa, disons entre guillemets, je dis paranoïa, mais c'est leur droit le plus absolu, se demander, mais les vaccins là viennent d'ailleurs,
vient d'ailleurs parce qu'on a entendu aussi que, on veut réduire la population du monde. Mais encore là, Georges, je sais pas pour ce qui est de l'Afrique, mais je sais que dans certains pays, entre la Russie, le vaccin russe, le Sputnik, le vaccin chinois, les vaccins plus occidentaux, on se dispute certains pays parce que là, encore là, il y a des enjeux. On courtise, hein. On les donne pas les vaccins, peu importe. La Russie donne pas non plus ses vaccins, mais je vous ai vendu mes vaccins. On crée des dépendances, on crée des liens avec les vaccins. Absolument. Oui, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça. Mais tu as bien vu, Caro, il y a tout ça, des enjeux, des grands enjeux derrière cela. Mais en rapport un peu à ce que ta question de départ avec l'Afrique, là aussi, l'enjeu c'est quoi? C'est les pays occidentaux commencent à le comprendre puisqu'ils en parlent, c'est-à-dire la possibilité, n'est-ce pas, que les vaccins soient produits en Afrique directement sur place. Mais là, ça va... ça prend un certain temps, là. Ça prend un certain temps. Ça peut aller vite, hein. C'est un problème de volonté, tout simplement. Là, c'est tout simplement, on met en évidence les questions qui sont liées, n'est-ce pas, à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle aussi, hein. La propriété... Les brevets. Les brevets, les fameux brevets, et ainsi de suite. Sinon, ils sont en train de plancher là-dessus pour voir un peu de quelle manière, évidemment, on peut mettre les structures en place de sorte que ces vaccins-là soient produits directement en Afrique. Hein? Okay. Donc, c'est ça les enjeux, donc la propriété intellectuelle, et puis le transfert des technologies aussi. Hein? Les gens qui trouvent une technologie, tu viens parler de le vaccin chinois, le vaccin russe, et tout ça, c'est la propriété intellectuelle que quelqu'un ne va pas se lever comme ça pour lui donner ce qu'il a travaillé en innovant ses affaires. Donc, il faut payer. Georges, on aura l'occasion de s'en reparler très certainement parce que je pense qu'on en a pour quelques semaines encore de COVID et de financement de l'Afrique. Caro, ça fait quelques années qu'on s'en parle, puis ça évolue, mais pas rapidement. Donc, on aura l'occasion de se reparler, mais c'était un grand bonheur encore une fois ce matin, Georges. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. On se voit dans 2 semaines. Ouais, voilà. 7h30 minutes. On est jeudi aujourd'hui, 27 mai, la veille de notre Radioton. Ça commence demain. Donc, il vous reste encore, c'est en termes d'heures, quelques heures, plus de 24 heures pour acheter votre carte de membre et ou nous faire un don pré-Radioton. Comme ça, votre nom sera dans un ou l'autre des 2 barils. On fait des tirages demain pour ce qui est du don pré-Radioton. C'est un prix, c'est un très beau prix, hein. C'est offert par le Lopinter. C'est un panier de légumes frais que vous recevez à chaque semaine pendant 16 semaines. Ça vaut 400 $. Alors ça, c'est le fun d'avoir ces légumes frais. Et puis, si vous renouvelez votre carte de membre ou que vous l'achetez tout simplement pour la première fois avant 17 heures demain, vous courez la chance de vous mériter un prix offert par la boutique Le Pédalier. C'est un certificat cadeau de 150 $.